Bien, je me présente, je suis Solange Ménival, je préside un think tank qui s'appelle Stratégie Innovation Santé, que j'ai cofondé avec Roland Michel. Notre travail consiste à aller explorer un petit peu partout les systèmes de santé autour de nous, en particulier en Europe, et de nous plonger dans une situation prospective. Et pour cela, nous sommes un think tank indépendant, donc nous ne recevons aucun financement de laboratoire ou d'entreprise. Notre travail consiste à aller interroger les gens sur le terrain. Nous travaillons par audition et ensuite nous faisons de rapports et nous vivons des rapports et des conférences que nous produisons. Et donc, évidemment, nous nous intéressons depuis plusieurs années à nous interroger sur le changement de paradigme que nous sommes en train de vivre, qui n'est pas qu'un paradigme qui est en train de changer au niveau de la santé, mais c'est un changement qui est absolument systémique et qui impacte toute la santé. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous sommes dans une transition et que nous sommes en train aujourd'hui d'accumuler des éléments systémiques qui nous font changer de système de santé. C'est pourquoi nous avons appelé cette présentation « Refonder en profondeur notre système de santé ». Je vous dirai pourquoi en profondeur. Alors, vous le savez, vous le ressentez et vous l'avez vécu au travers des discussions. Nous sommes dans un système qui est à bout de souffle. C'est la ministre Agnès Buzyn qui en a parlé, mais ça n'est pas qu'en France. Hein. On verra que c'est dans plusieurs pays aussi. En cause, évidemment, le vieillissement et les maladies chroniques. Nous sommes aussi à un tournant avec des incertitudes économiques. Nous en avons tous les jours le témoignage à la télévision, le G7 encore, où aujourd'hui on repose la question de la mondialisation des échanges économiques et de l'impact que cela a sur nos systèmes. Des professionnels de santé qui sont en demande de sens, la crise des urgences, des EHPAD ou encore les déserts médicaux montrent que les professionnels se questionnent et souvent ils ont beaucoup de difficultés à exercer et quittent le métier, dévissent leur plaque. Donc aujourd'hui, il est important, en regard de la souffrance qui est exprimée, de la prendre en compte. Nous avons un nombre croissant de patients qui est prêt à s'investir, et à s'impliquer, mais nous avons des structures qui sont très décloisonnées, hospitalo-centrées, avec un cloisonnement ville-hôpital ou sanitaire et social dont vous avez parlé ce matin dans vos ateliers. Un modèle de gouvernance très centralisé en France, malgré la déconcentration et les ARS et tout ce qu'elles ont pu apporter dans les territoires, mais une structuration par le financement très centralisé. En question, dans les éléments systémiques, il faut regarder que nous avons des filières industrielles qui sont fragilisées. Les symptômes en sont la pénurie de médicaments. Et enfin, nous avons des espoirs avec des innovations transformatrices, avec le numérique, la robotique, le générique, l'impression en 3D, on pourrait rajouter l'intelligence artificielle. Alors, refonder en profondeur, il y a quelques éléments de contexte qui nous y obligent. D'abord, nous sommes dans une crise systémique majeure de dimension mondiale, climatique et environnementale, économique, sanitaire et sociale, populationnelle et migratoire, géopolitique et militaire. Ce dernier élément, si nous le rajoutons, c'est parce que à l'horizon 2030, les choses vont certainement changer. Un vieillissement de la population française, vous le savez, 25% de plus de 65 ans de la population sera porteur de maladies chroniques. C'est une augmentation de 50% du nombre de patients en ALD et un passage de 1,4 à 1,7 million à l'horizon 2030 de personnes dépendantes. Donc un système qui sera vraiment stressé sur la demande de soins. Nous avons en France une mortalité prématurée qui est forte chez les hommes et un paradoxe français qui est très important, et surtout pour la coordination des soins, c'est que nous avons des inégalités de santé élevées malgré une bonne redistribution et un indice de Gini faible, c'est-à-dire que notre gradient social qui devrait être favorable à une bonne santé ne l'est pas.
Et ça, c'est un défaut majeur du système français et qui est un coût considérable. Donc, il y a, je vous présenterai par la suite, une façon de fonctionner qui doit être ouverte pour amoindrir ce paradoxe français. Nous sommes aussi à la veille d'innovations de ruptures scientifiques et technologiques nécessitant des investissements à long terme et porteuses de grands espoirs, mais aussi avec des risques d'inégalités accrues. Nous avons des arbitrages budgétaires de plus en plus difficiles à faire entre un besoin potentiel croissant de dépenses de santé et d'autres postes de dépenses de dimension stratégique au plan national. Et enfin, une grande incertitude et des choix de société qui se posent de plus en plus. Alors, quelles sont les alternatives? Eh bien, les fondements de notre système de santé et de protection sociale sont au pied du mur face à la brutale transformation du monde et une nouvelle matrice est née, alliant le géographique, le local, et vous en avez parlé tout à l'heure, avec le technologique et le mondial. C'est là on rentre dans la production de données et les offres de plateformes mondialisées. Une pensée dominante qui est d'influence anglo-saxonne réduit désormais les logiques de solidarité au profit des responsabilités individuelles avec l'empowerment. Quels sont ses impacts? Faut-il adapter notre système de santé à la mondialisation parce qu'il y aura des propositions d'offres de santé mondialisées et existe-t-il une offre alternative passant par un changement de paradigme? Alors, refonder en profondeur, notre think tank a élaboré 3 scénarios prospectifs à l'horizon 2030. Le premier, nous considérons le scénario 1 comme l'État réformateur. C'est lui qui engage les réponses. Il l'a engagé avec la loi Ma Santé 2022. Et nous savons que le président de la République y tient particulièrement. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce scénario 1, dans sa logique, est pérenne, réalisable, pérenne, et suffira à lui seul à sauver le système de santé. Le scénario 2, c'est la transformation par les acteurs, avec des exemples européens que je vous présenterai très rapidement, mais peut-être aussi l'exemple canadien. Cette transformation par les acteurs, elle est à l'œuvre déjà aussi en France, et vos réflexions sont là aussi pour l'alimenter. Et dans le scénario 3, eh bien, nous allons parler du débordement par les GAFAM ou les BATX, ces géants du numérique qui sont de la Californie, des États-Unis ou bien de la Chine avec les BATX, parce que nous entrons dans le domaine du big data, du recueil de données qui peut alimenter la médecine des 4P, en particulier la médecine de prévention et la médecine prédictive. Et là, on est dans un tout autre champ de médecine, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la médecine de réparation, mais on est dans la médecine de prévention. Et quand on se projette dans les décennies à venir avec ces outils-là, on se rend compte qu'ils ont même... Les Californiens ont même l'ambition de tuer la mort, hein mais sans aller jusque-là, en tout cas, d'avoir suffisamment de données pour prévenir les maladies. Et ça pose un problème qui va être transversal à la présentation que je vais vous faire, c'est-à-dire le consentement au risque et à la solidarité. Demain, nous serons capables, grâce aux nouveaux outils d'intelligence artificielle, d'avoir un suivi très personnalisé de ce que nous faisons, de ce que nous mangeons, de nos mouvements. Et ce suivi très personnalisé nous permettra de rester davantage en bonne santé. Et donc, l'idée, c'est peut-être de se poser la question avec son assureur, si je suis les recommandations dans mon libre arbitre, je peux les refuser, mais je peux aussi les suivre, eh bien, je suis complètement, je peux demander à mon assureur une petite ristourne et même me poser la question si je vais continuer à contribuer à la solidarité nationale parce que finalement je suis un meilleur pratiquant en santé que d'autres et que la question du contrat social et du contrat solidarité pourra
se poser à ce moment-là. Il faut l'avoir en tête. Je vois que ça murmure, c'est normal, c'est fait pour. Alors, refonder en profondeur, scénario 1, l'État réformateur, c'est Ma Santé 2022. Alors, vous voyez 9 chantiers, je vous laisse les lire, c'est des choses que vous connaissez, je suppose que cela vous parle, les structurations territoriales des soins CPTS, la régulation des soins non programmés, la diversification des parcours professionnels, le numérique, le financement et la tarification. Vous l'avez abordé dans votre restitution, je pense que vous n'êtes pas choqués par ces chantiers. Mais il y a une chose qui doit vous interpeller, c'est le cloisonnement de ces chantiers. Parce qu'en Europe, on n'a pas vu les choses de cette façon-là. Nous sommes dans un système de santé où l'approche, elle a été, on rentre dans le système par la maladie et on rentre dans le système par le soin avec 2 entrées, le médecin généraliste ou l'hôpital. De plus en plus, ce qui se passe en Europe, c'est que on veut y rentrer non plus par la maladie, mais par la santé et par le suivi en bonne santé. Et ce qu'a dit le président de la République là-dessus, c'est que pour Ma Santé 2022, le président dit « Demain, les soignants travailleront de plus en plus en ville, c'est-à-dire en libéral, et en même temps à l'hôpital, donc pourraient être aussi salariés, mode de rémunération mixte et mode d'activité diversifié. Et cette priorité aux soins de proximité doit se coordonner avec excellence de la recherche clinique, de l'innovation, de la formation des technologies de pointe. La cible, à mes yeux, c'est cet exercice collectif, décloisonné et coordonné. Ça, c'est la philosophie de Ma Santé 2022, mais c'est une cible qui a été atteinte dans les pays européens et aujourd'hui, pour lequel on en est très loin aujourd'hui en France, puisque on le verra tout à l'heure, on n'a pas encore tous les outils numériques, on n'a pas encore tous les statuts et tous les regroupements de professionnels, et que la raison de votre réflexion aujourd'hui, c'était bien d'inventer, d'être créatif pour arriver à ces exercices collectifs décloisonnés et coordonnés. Donc ça, c'est le scénario 1 auquel on souhaite bonne chance pour qu'on arrive à transformer notre modèle de santé. Le scénario 2, c'est la transformation que nous avons appelée par les acteurs. C'est-à-dire, et là je vais vous présenter d'autres choix en Europe, et la transformation par les acteurs s'opère autour d'un concept qui est celui de la santé intégrée. C'est-à-dire une approche de la santé qui combine le sanitaire et le social. L'impact, et nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons un problème avec les inégalités d'accès à la santé, les inégalités de santé. Nos résultats sur la mortalité prématurée hommes ne sont pas bons et nous avons un gradient social absolument insupportable avec des inégalités de santé absolument insupportables alors que nous avons une bonne redistribution. Alors, comment ont fait les autres pays en Europe? Ils ont fait le choix de l'autonomie des professionnels de santé, de la gouvernance locale et régionale, de l'investissement massif dans le numérique et l'interopérabilité bien sûr, le dossier médical partagé bien sûr, le dossier de soins, l'engagement contractuel avec la population et la proactivité, c'est-à-dire que ce sont les soignants qui vont et les professionnels de santé qui vont au-devant de la population et on n'est plus dans une situation de réaction à la maladie et aux soins non programmés, on est dans une situation de proactivité. Alors, pour cela, le SCADI, le Pays basque espagnol, a engagé en 2008 une réforme avec le ministre Rafael Bengoa, une réforme de la santé qu'il a appelée la stratégie de la chronicité. Il était donc à ce moment-là ministre de la Santé et il a commencé par faire une stratification de la population. Je l'ai mis, oui, c'est bon. Une stratification de la population dans laquelle il propose la prévention,
le dossier médical partagé, la proactivité et la promotion de l'autonomie des patients. Autre réforme au Portugal, dans les années 2000, je vais vous le dire dans la diapo après. Le Portugal, lui, a mis en place une réforme des soins primaires avec des unités de santé de famille et des unités de soins de communauté avec un soutien aux capacités et aux capabilités. C'est-à-dire qu'on a accompagné à la fois les patients et à la fois les professionnels de santé dans cette restructuration des soins primaires. Chaque fois, c'était une restructuration des soins primaires. En Irlande du Nord, on a basé la réforme sur la mise en place des indicateurs de satisfaction des patients, de la population et de l'efficience, qui était donc le 3M, mais aussi en prenant en compte la satisfaction des professionnels de santé et le paiement au parcours. On verra tout à l'heure, on parlera du paiement à la valeur. Et aujourd'hui, cette année, est sortie une étude du Lancet dans laquelle l'Espagne montre qu'elle a les meilleurs fondamentaux pour devenir, à l'horizon 2040, le système de soins au monde qui aura les meilleurs résultats. Aujourd'hui, son rapport coût-efficacité est en train de passer devant tout le monde, alors que c'est un pays régionalisé, mais la proximité qu'ils ont instaurée avec les acteurs locaux et les initiatives qu'ils leur ont laissé prendre, évidemment encadrées par une stratégie nationale et régionale, a d'excellents résultats en termes de santé. Alors, qu'est-ce que la stratification de la population? Bien, c'est ceci, c'est une pyramide de Kaiser. Donc, comme vous le voyez, le niveau 0, c'est la population, on est sur la population globale. Ensuite, moi je ne vois pas assez pour lire mon PowerPoint, tellement c'est écrit petit. Ensuite, le premier niveau, ce sont les maladies chroniques à faible risque. Ensuite, le troisième niveau, les maladies chroniques à haut risque. Et le dernier niveau, ce sont les gestions de cas, que vous connaissez plus particulièrement, puisqu'en France, on est beaucoup plus structuré à partir des gestions de cas. Ce que l'on voit, c'est qu'on passe de la prévention et de la promotion et du bien-être jusqu'au case management, avec deux profils qui sont bien identifiés dans la population et dont on tient compte, c'est-à-dire le profil des personnes sur le plan sanitaire, mais aussi le profil des personnes sur le plan social. Vous le savez mieux que moi, la question sociale, elle doit être au centre maintenant de la santé intégrée. Et l'approche populationnelle, elle permet à l'équipe soignante, parce qu'on est toujours sur un défi collectif et pas un défi individuel, on ne demande pas à un seul généraliste ou à une infirmière d'être dans cette approche-là, c'est un défi dont l'approche elle est territorialisée avec des équipes. Et des équipes qui travaillent avec des hôpitaux. Donc, l'idée, c'est que toute la population est connue des centres locaux de santé, on va dire, ou des maisons de santé qui ont une responsabilité populationnelle. Voilà dans quoi on rentre. Donc, on les connaît sur le plan social, on les connaît sur le plan sanitaire. La prévention et la promotion de la santé ne se fait pas forcément par les équipes sanitaires et sociales, mais elles sont en lien avec les collectivités qui agissent sur l'environnement, sur la mise à disposition de jardins, d'équipements sportifs, qui travaillent sur les politiques publiques, sur la réduction des nuisances. Et donc c'est ici que l'approche populationnelle a le plus d'impact parce qu'on est sur une approche sociale et collective, mais aussi sur une approche politique, des politiques qui sont les politiques de la cité et qui sont des politiques locales.
Le deuxième niveau, là, on rentre plus dans le niveau qu'on pourrait dire de coordination des soins primaires que l'on connaît autour de la MSP ou qui pourrait être aussi l'équivalent de nos CPTS. Et là-dessus, eh bien, quand on a identifié les patients, on est le service du recours. On n'agira pas de la même manière pour des patients au suivi simple que des patients au suivi compliqué qui vont demander du care management ou qui vont demander du case management. Et c'est là que cette pyramide de Kaiser permet des résultats surprenants, c'est qu'elle permet aux équipes d'être dans la proactivité et on ne demandera pas, si vous voulez, en France, il est totalement inimaginable que dans un cabinet, un médecin se mette à suivre si son patient il revient au bon moment ou ne revient pas au bon moment pour, au-delà du renouvellement de son ordonnance, par exemple, une équipe dédiée en fonction de la pathologie et du professionnel concerné, sera proactif vis-à-vis de ses patients. Et c'est comme ça que les patients qui sont le plus en demande, qui sont le plus éloignés au niveau de l'éducation de la santé, au niveau de l'éducation thérapeutique et au niveau de l'adhésion au traitement, ne sont pas abandonnés dans la nature, mais disposent d'une équipe qui vient vers lui. Voilà pourquoi. Alors cette pyramide de Kaiser, elle a été mise en place très tôt dans les 3 pays dont je vous parle, et en particulier en Euskadi, et c'est là que l'on commence à avoir des résultats très intéressants. En plus, elle permet aujourd'hui d'avoir cette approche populationnelle, elle permet de faire des progrès en recherche clinique parce qu'on a une base populationnelle et des données qui sont exploitables pour la recherche, à la fois la recherche fondamentale et la recherche clinique. Deuxième image illustrant la politique intégrée, ça c'est l'Euskadi et c'est un diagramme de Raphaël Bengoa qui explique que le succès d'une politique est composé à la fois d'initiatives valorisées en bottom-up et d'un encadrement et d'un encouragement en top-down au niveau plus centralisé. Donc, les autorités mettent à disposition des territoires la base des risques pour la stratification. Il est évident que ce n'est pas le territoire qui peut faire cette stratification. Un call center. S'il n'y a pas de centre d'appel auquel se réfèrent les professionnels, ce n'est pas possible, et la population. Un dossier médical partagé, un paiement au parcours, en même temps qu'un paiement à l'acte, on combine les paiements, et la prescription électronique. Et de son côté, le territoire, eh bien, il a de nouvelles modalités de pratique infirmière, des patients pour lesquels on fait développer l'empowerment, j'y reviendrai tout à l'heure, donc sa propre capacité à faire et à se prendre en charge, des structures de coordination sanitaire et sociale, en tout cas sociale, des centres de santé qui ne s'occupent pas de l'aigu et des soins aigus, mais bien des soins en continu, puisque le but c'est d'éviter les épisodes aigus et le recours à l'hospitalisation, et enfin des soins de collaboration intégrés, ce qui signifie aujourd'hui des consultations, on va dire. Voilà. Et cette conjonction sur la médecine, sur la santé de la population et sur l'efficience, elle est donc sur un processus bottom-up et top-down combiné. Ensuite, si l'on regarde à quoi se sont consacrés tous ces pays et sur lequel Ma Santé 2022 est en train de se focaliser, c'est bien sur la responsabilité du patient, son gain en autonomie grâce à ce qu'on appelle l'empowerment,
Et puis, d'un autre côté, la transformation par le financement, et je vous recommande le rapport de Jean-Marc Aubert là-dessus, qui explique qu'il faut que nous allions sur un financement combiné à l'acte et au parcours, justement, parce qu'il faut passer du temps à rendre autonomes les patients, il faut passer du temps à la prévention, il faut passer du temps à la coordination entre professionnels. Vous le savez, les patients sont porteurs de plusieurs pathologies et on ne peut plus se référer à un seul praticien. Et donc, l'empowerment aujourd'hui, il passe par une coordination qui prend du temps et qui doit être rémunéré à sa juste valeur. Donc, l'empowerment, donc l'enjeu, c'est développer les capacités des patients, parce que c'est aller vers plus de sécurité, de qualité, d'efficacité des soins, et cela intéresse autant les industriels que les pouvoirs publics, car il est supposé faire des économies au système de santé. Cependant, on peut s'interroger sur la capacité des usagers à en être autonomes alors qu'ils sont en demande d'attention et en situation de vulnérabilité physique ou psychologique, ainsi que de s'interroger sur la montée en puissance du contrôle personnel et social à partir de la santé. Donc, le patient doit prendre part aux décisions. Ça, c'est la montée en empowerment, on ne peut que la saluer. Mais cependant, cela signifie tout de même qu'il faut s'interroger sur le contrôle que peut avoir le système sur le patient. Et voilà à quoi on en arrive. C'est une logique interactive qui s'annonce ici, avec un processus qui intéresse autant les États que les industriels. Tout le processus consiste à trouver des solutions industrielles qui vont rendre le patient autonome. Et là, on va rentrer dans le scénario 3. Car si on peut imaginer qu'on est complètement d'accord avec l'idée les uns et les autres de rendre le patient autonome, on peut s'interroger sur sa finalité et sur l'impact. Donc, l'innovation, et on le sait, surtout à travers l'intelligence artificielle et le numérique, elle cible le patient et les usages du numérique et d'autres technologies, les usages de la capacité transformée et renouvelée de soins et de prévention amènent un bénéfice pour l'individu, un bénéfice pour la communauté, un bénéfice pour les organisations et un bénéfice économique et politique. Et donc, cette recherche de l'empowerment de la personne, elle est à prendre avec du recul, parce que c'est un processus qui intéresse les États et les industriels, alors qu'au départ, c'est un processus qui doit donner de l'autonomie et de la liberté aux patients. Donc, comme vous le voyez, il faut être très, très attentif à ce que on reste sur des valeurs sociales et des valeurs d'autonomie et non pas des valeurs industrielles qui pourraient rompre avec l'autonomie des patients. Alors, ce système ne va pas sans un financement à la valeur. Et là, il existe dans le rapport Aubert toutes les préconisations, et je vous invite vraiment à le lire parce que vous y trouverez vraiment des outils très importants pour vous dans toutes les recherches de coordination que vous souhaitez. Mais il existe déjà une mission internationale qui s'appelle ISHOM, qui vise à permettre le développement d'approches basées sur la qualité et la valeur, au sens anglo-saxon du terme, appelé Value-Based Healthcare, qui définit des standards internationaux de mesure de résultats réellement pertinents pour les patients et encourageants pour le partage et la transparence de ces résultats dans le monde entier. Alors, on y voit évidemment du positif, c'est l'augmentation de la qualité, l'augmentation de la sécurité et l'efficience, mais attention, on peut y voir aussi des indicateurs
qui amènerait le système à devenir un petit peu totalitaire en santé, avec une perte de contrôle pour les professionnels de santé et les États, et les professionnels pourraient devenir des sous-traitants des GAFA si le système était mal utilisé. Donc, refonder le système de santé, le scénario 3, c'est un scénario où les GAFAM et les BATX prennent la main. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'ils tissent leur toile sur le système de santé dont ils font une de leurs principales cibles de développement. À l'absence d'une véritable capacité de transformation conduite par l'État, parvenant à une efficience du système de santé, ce dernier s'engage dans une forme de sous-traitance aux GAFAM et aux BATX, lui permettant d'engager la gestion. Ensuite, il gère des plateformes qui proposent des services de santé à distance, moyennant des abonnements assurantiels. On a aussi vu qu'Amazon proposait de livrer les médicaments, ce qui court-circuite les pharmacies. Et s'il y a du chiffre d'affaires de prix aux pharmaciens, vous connaissez le rôle thérapeutique et de conseil qu'ont les pharmaciens et la conséquence dans les territoires avec la fermeture des pharmacies. Et puis le système se privatise de fait, avec une menace d'OPA de firmes américaines, par exemple, sur le NHS England. Récemment, ça a été une proposition, puisque Google offre ses services au NHS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau d'Apple, Tim Cook a dit lui-même, vous connaissez Apple peut-être pour les ordinateurs, pour les iPhones, pour les iPads, mais en fait, ce qui intéresse Apple, c'est, comme Google et Amazon, c'est vraiment les données. Et la plus grande transformation à venir, et aujourd'hui, Tim Cook dit que la plus grande transformation qu'aura créée Apple, et la plus grande révolution, elle sera dans la santé. Je vais vous faire sa citation. Dans le futur, quand on se demandera quelle a été la contribution d'Apple la plus importante pour l'humanité, la réponse sera la santé. Ensuite, aujourd'hui, les géants du numérique aident le système de santé britannique. Alors, c'est positif, mais on peut se demander maintenant qui a le plus de pouvoir. Alors, les principaux détenteurs du cloud se mettent aussi à travailler avec les données médicales des États, alors que c'est tout simplement un changement de société au niveau mondial qui est en train de se préparer. Google, lui, il possède des outils d'intelligence artificielle dans le domaine médical, tout comme Alphabet, qui a 3 filiales dédiées à la santé. La maison mère de Google estime notamment avoir une carte à jouer dans la modernisation des effets cliniques pour aider les entreprises pharmaceutiques. Ils viennent de passer un contrat avec 5 entreprises pharmaceutiques. Une cohorte de 10 000 patients a été montée. Et ils espèrent un modèle de montre qui sera dévoilé, qui détecte les fibrillations auriculaires, les anomalies du rythme cardiaque, qui peuvent conduire à des AVC et qui peut réaliser des électrocardiogrammes. Donc, voyez comment, aujourd'hui, cette société de la prévention et de la prédiction peut se mettre en place sans passer par nos outils nationaux. C'est pour ça qu'on parle d'un débordement par les GAFA. Et enfin, Amazon travaille à réduire les coûts de santé et pour adopter des méthodes différentes en se concentrant d'abord sur ses propres salariés. Donc, un débordement par les GAFA est aujourd'hui quelque chose que l'on peut imaginer si on n'est pas vigilant et si l'État n'est pas vigilant à garder les commandes. Alors, comment faire? Il faut se poser la question de la bonne méthode. Et la première des bonnes méthodes, c'est se poser la question des valeurs. Quelles sont les valeurs auxquelles nous sommes attachés, d'égalité, de justice sociale? Sur les principes démocratiques, le peuple est souverain, le peuple décide, il a ses représentants. Les décisions qui nous concernent en santé ne peuvent être apportées par des solutions industrielles sans l'aval des populations et de leurs représentants. La gouvernance et le financement. Nous avons vu que notre gouvernance, elle est aujourd'hui au cœur des décisions qui se prendront par rapport à ces avancées technologiques, à ces innovations de rupture.
Il y a aussi les réalités sociales et sociétales. Quelles que soient les avancées aujourd'hui, et les Gilets jaunes en sont un bon exemple, rien ne se fera sans les réalités, sans tenir compte des réalités sociales et sociétales et des libre arbitre. Les questions du sens, les questions des rôles et de l'évolution des rôles des professionnels de santé. Et là, il y a quelque chose qui est important, et je vous propose la lecture du rapport du HCAM, dont la présidente Anne-Marie Broca a aujourd'hui posé des principes qui sont totalement transformateurs à cet égard. Elle demande d'adapter la charte de 1927 quant aux évolutions. Alors, la charte de la médecine libérale, hein, vous le savez, sur ces 5 principes de libre choix du médecin, de liberté de prescription, de secret médical. Aujourd'hui, il est très clair que nous ne pouvons pas rester figés sur cette charte parce qu'à côté de nous, il y a une évolution qui nous dépasse et nous devons absolument rester maître du jeu. Et c'est un enjeu de souveraineté nationale de faire évoluer les pratiques et d'adapter la charte. Je ne dis pas de renoncer au principe, mais d'adapter la charte. Et le Haut Conseil, donc, pour venir l'assurance maladie, considère que cette exigence concerne l'ensemble des professions de santé qui doivent pouvoir se référer à un socle de valeurs communes, cohérentes sur les enjeux de notre temps, ainsi qu'avec des organisations proposées. Ces valeurs doivent s'articuler autour des notions d'égalité et de justice sociale, le travail collectif, la coopération, la collaboration entre professionnels, la primauté et le respect du patient, bien-être, autonomie et la compétence de la médecine fondée sur des preuves et enfin la gestion raisonnée des ressources limitées du système de santé. Donc aujourd'hui, on doit s'appuyer réellement sur ces valeurs pour cette transformation. Ensuite, autre principe, nous sommes sur de plus en plus le plébiscite pour y parvenir à un exercice collectif, à un financement collectif, on va voir le rapport Aubert, à dégager des marges d'action locales, dégager des marges d'action locales d'une part, mais aussi avec des investissements massifs dans le numérique. Les pays d'Europe qui ont réussi, ils ont investi dans le numérique et ils ont résolu le problème des zones blanches beaucoup plus vite que nous. Ensuite, ils ont tous une gouvernance régionale et enfin, ils ont développé la proactivité et l'empowerment. Donc, on va vers le patient et on va vers les populations et on développe les capacités du patient et l'autonomie. Donc, je vous rappelle qu'il faut aller... D'accord, on y est. D'accord. Et donc, ça, ce sont les principes que nous devons afficher. Les leviers en cours, eh bien, il faut agir à la fois sur le financement, donc plus de forfaits. On doit progressivement diminuer la part de l'acte dans les soins pour aller vers le forfait. On doit agir sur les organisations pour plus de coordination et on ne pourra le faire que si on agit sur les comportements pour aller vers plus de proactivité. Le processus, c'est qu'il faut partir de nouvelles nomenclatures. On ne peut pas rester sur les nomenclatures actuelles. Et ces nouvelles nomenclatures, elles doivent être co-construites par les professionnels en local. Et il y a une petite erreur, on doit poser des indicateurs, on doit poser de 3 à 5 indicateurs maximum pour l'évaluation. Et donc, le processus, il est local. Il est encadré avec une stratégie régionale et nationale, pilotée par les ARS, mais le processus, il est local. Enfin, sur les indicateurs, je n'en citerai que 2 qui ont été suggérés par la DGOS et l'Agence technique d'information et d'informatique et d'hospitalisation. Les indicateurs, un bon indicateur serait le taux d'hospitalisation potentiel évitable, améliorer l'accès aux soins primaires, réduire les hospitalisations inutiles, et le taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 30 jours. Alors, quels sont les défis? Quel est le défi pour l'État? Eh bien,
Pour l'État, il s'agit d'interroger ses capacités gouvernementales à sortir de ses travers traditionnels, l'absence de vision à long terme, la gestion à court terme, la remise en cause régulière des politiques antérieures, l'effet Pénélope, et la centralisation technocratique. Faire confiance aux acteurs, appréhender la santé dans toutes ses dimensions et à la décliner dans toutes ses politiques. On revient au local et à l'action sur l'environnement. Donc faire confiance, évidemment de manière décloisonnée, décentralisée aux collectivités locales, à tous ces niveaux. Se mettre en capacité à la fois à la transition et la transformation du système de santé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un tuilage entre les nouveaux usages et les anciens, les nouveaux financements et les anciens pour passer aux nouveaux. On ne peut pas arrêter de financer un processus sans avoir démarré le nouveau et se doter d'indicateurs stratégiques centrés sur l'amélioration de la santé, l'égalité d'accès et la qualité de soins. Et je voudrais finir par 2 citations. La vraie nouveauté n'est toujours dans le retour aux sources. Edgar Morin, on revient aux valeurs fondamentales pour transformer le système de soins. Et enfin, l'avenir n'est jamais que le présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. En fait, nous sommes tous les acteurs de la transformation. C'est Saint-Exupéry qui le dit. Je vous remercie. Merci. Comme Stéphane disait, donc, je profite de votre dernier % d'attention de cette université d'été pour cette conférence de clôture. Donc, mon nom est Jean-Sébastien Marchand, enseignant donc, à l'École nationale d'administration publique au Canada. Je suis aussi chercheur à l'Université de Sherbrooke puis aux Instituts de recherche en santé du Canada. Je suis également rattaché donc, à l'ESCP Europe là, pour le Health Management Innovation Research Center. Oui, vous m'entendez? OK. Ah, ils ne comprennent pas l'anglais. D'ailleurs, s'ils ne comprennent pas mon accent, il y a Eric qui s'est porté volontaire pour la traduction. Juste aller le voir tantôt, il n'y a aucun problème. Tu es très à l'aise avec ça, Solange également. Merci. Je remercie aussi le comité organisateur Réseau Occitanie pour l'université d'été, l'excellente organisation. Boris m'a permis de faire une conférence à l'américaine. Je ne sais pas exactement c'est quoi ça veut dire, mais je crois que ça veut dire qu'il faut que j'intègre des éléments comme le fast-food, les burgers et puis l'obsolescence programmée dans ma conférence. J'espère que vous ne serez pas déçus. Donc, c'est une conférence en 2 actes, sans intermède. Je pense qu'on n'a plus le temps à ce temps-ci. Puis je vais essayer d'être assez rapide. Donc, très rapidement, je vais présenter le cas du réseau de cancérologie du Québec. Je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans les réseaux dans la salle, mais ça ira plus large, évidemment, que ça. Ça sera une analogie pour le système de santé en général. Je présenterai certaines définitions, des méthodologies, et puis ce sera évidemment très rapidement les étapes 1, 2, 3, et puis on passera au premier acte, la structuration, l'hybridité, vous allez voir, c'est intéressant. Le deuxième acte, les facteurs contextuels, puis on essaiera de conclure. Je présenterai évidemment ma perspective un peu académique, donc du savoir scientifique, naturellement, le plus à jour sur les réseaux hybrides, on verra ce que c'est, mais aussi l'expérience canadienne. Donc, le réseau de cancérologie du Québec, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, notre système de santé québécois, un peu complexe quand même, je sais que vous y retrouvez en France, vous avez l'habitude, qui se décline en malheureusement 4 niveaux. 2 niveaux qu'on appelle stratégiques, national stratégique, qui est le ministère, le M3S, le régional stratégique, qui est composé des centres intégrés de soins, santé et services sociaux, les CI3S et les CIU3S. Donc, nous aussi, on a l'habitude des acronymes. Le régional tactique, puis le régional opérationnel. Au fond, opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire pour le système de santé québécois? C'est les équipes sur le terrain et les services, la prestation de services. Le RCQ, le réseau de cancérologie du Québec, se décline donc... Solange, j'en parlais tantôt, puis je vais reprendre ces termes. D'abord, de façon bottom-up, c'est-à-dire des professionnels sur le terrain qui collaborent ensemble et puis qui créent par une espèce de pression organique, une forme de réseau plus ou moins informel, et puis une pression top-down, c'est-à-dire une formalisation mandatée par le ministère, tout simplement, et puis structurée de façon formelle. La rencontre, donc, de ces 2 pressions-là, top-down puis bottom-up, forme ce
qu'on appelle un réseau hybride. Tous les réseaux sont plus ou moins hybrides. Le réseau de cancérologie du Québec est définitivement un réseau très emblématiquement hybride. Définition, donc je passe très rapidement sur ces choses-là un peu académiques. Donc, réseau hybride, composante mandatée, top-down, puis organique, bottom-up. Mandaté qui renvoie à la notion de gouvernance, on en a parlé tantôt dans certains ateliers, et puis organique qui renvoie à la notion d'action collective, dans ce qu'on pourrait appeler un peu abusivement le bas de la hiérarchie du système de santé. Et puis la structuration, je ne reviens pas là-dessus, là, les multiples activités, processus qui structurent le système. Facteurs contextuels, pardon, on y reviendra, mais les facteurs environnementaux puis organisationnels qui déterminent ou qui finissent par déterminer quelque chose comme un réseau de cancérologie. Donc, méthodologie, je présente un peu de recherche qu'on a faite sur le terrain, recherche scientifique. On a fait une étude de cas imbriquée. Donc, l'unité d'analyse, évidemment, c'était le réseau, le cas du réseau de cancérologie du Québec avec 2 micro-cas. Nous autres aussi, c'est divisé un peu par région. Donc, 2 régions qu'on a comparées. Les données venaient évidemment de 3 sources. On est dans le qualitatif, pour ceux qui connaissent ça un peu. Revue de documents, observation et puis entrevue avec différents dirigeants du réseau. Donc, on tombe dans la partie intéressante de la conférence, premier acte, structuration et hybridité. Donc, la question en filigrane, c'est comment se structure un réseau hybride, puis vous allez voir que ça vous touche peut-être plus que vous y pensez, même si vous êtes à l'extérieur d'une structure qui est purement par réseau sur le plan de la terminologie. Le réseau de cancérologie, je voyais dans le pamphlet du réseau, je crois, c'est sur l'obésité, une ligne du temps très semblable. Ici, on voit la ligne du temps du réseau de cancérologie du Québec qui a été fondé en 1997. Et puis, on a ici jusqu'à 2017, pas qu'il ne se passe rien après ça, mais les données arrêtent. Et puis, ce qui est intéressant de regarder là-dedans, c'est bien sûr l'évolution au travers du temps, autrement dit la structuration à travers le temps de ce réseau-là. Et puis, ce qu'on remarque quand on analyse plus finement les données, c'est cela. C'est qu'il y a eu 4 grandes étapes qu'on pourrait appeler turbulentes dans le réseau de cancérologie. Une première crise de radio-oncologie en 1999, suivie d'une grande instabilité ministérielle où les ministres changeaient aux 2 mois, aux 3 mois. Deuxièmement, un changement de gouverne puis de réforme, quand il y a eu la grande réforme du système de santé québécois, 2003-2004. Commission Charbonneau, une commission qui a marqué le Québec. C'était un scandale de corruption. Je sais que ça ne se passe jamais en France, mais au Québec, on a eu ça. Changement, et puis quatrièmement, changement de gouvernement et de réforme de donc 2014-2015. Ce qu'on voit, c'est que ces grandes périodes de turbulence sont suivies de périodes de structuration du réseau. Et puis, comme chercheur, c'était un vrai casse-tête de savoir pourquoi les périodes de turbulence sont suivies de périodes de structuration du réseau crise de radio-oncologie. Pour la petite histoire, on n'avait pas la capacité de soigner les patients qui étaient atteints du cancer au Québec en 1999. On les envoyait en ambulance aux États-Unis. Et puis là, il y avait des médias à la frontière qui regardaient passer les ambulances, puis vous voyez la crise médiatique qui devient rapidement une crise politique. Et puis, c'est comme si cette pression-là, médiatique, cette pression-là de turbulence qui vient des citoyens, structure ou oblige les dirigeants, par le mouvement top-down, mais aussi par le mouvement bottom-up, de professionnels qui sont au courant de la situation, une structuration, puis une structuration rapide. Autrement dit, la turbulence, pardonnez-moi, fait bouger les choses. On l'a vu en 2003-2004 avec la création du groupe Conseil pour le cancer, direction des soins de cancer, en 2011-2012, avec une augmentation de l'autorité formelle du réseau de cancérologie. Le réseau de cancérologie est devenu sous l'autorité directement du sous-ministre. On a créé la Direction nationale de cancérologie et puis 3 nouveaux comités nationaux. Et puis, quatrièmement, 2014-2015, le réseau de cancérologie, le grand directeur est devenu avec un statut de sous-ministre. Et puis, on a créé le comité des co-gestionnaires. Je reviendrai rapidement tantôt. Fait que vous voyez, c'est un peu la conclusion du premier acte. Mais ces 3 tendances-là qui suivent les périodes de turbulence, puis la capacité d'une structure avec la forme réseau de répondre ou d'être flexible
à cet environnement-là de turbulence. Donc, création de structures de coordination au niveau national-régional, extension des rôles hybrides au niveau régional, augmentation de l'autorité formelle au niveau national. Comme chercheur, comme académique, on cherche à expliquer pourquoi que ça s'est passé comme ça. 3 hypothèses, 3 explications possibles. Le besoin de savoir, le besoin d'information, on sait comment on manque d'informations pendant les périodes de turbulence, est peut-être lié au besoin de créer des rôles et des structures. L'effet cliquet, l'hybridité qui crée des connexions qui sont adaptées au réseau. C'est très difficile, une fois qu'on a ces nouveaux rôles hybrides de co-gestionnaires, clinico-administratifs, de les abolir. Autrement dit, c'est comme si l'hybridité faisait en sorte que c'est difficile de revenir en arrière. On a parlé en début de journée de la pérennité. Autrement dit, l'hybridité, c'est aussi une histoire de pérennité pour un réseau. Et puis, troisième explication, donc, les périodes de turbulence génèrent une forme d'opportunité de changement pour les réseaux. Donc, c'est la fin du premier acte. Deuxième acte, facteur contextuel. On verra s'il y a un lien tantôt entre les 2 actes. Question en filigrane, quels sont les facteurs contextuels qui influencent la structuration d'un réseau? On a vu les processus, l'hybridité. Maintenant, on verra les facteurs contextuels. Comme tout bon scientifique, on a regardé la littérature, on a fait nos devoirs, et puis on a regardé la littérature évidemment plus large, parce qu'il n'y a pas de littérature très directe sur quels facteurs contextuels font en sorte qu'un réseau se structure ou se structure pas. Mais on a regardé de la littérature connexe. Je ne passe pas là-dessus en détail, mais on a catégorisé ensuite de ça cette littérature, et puis on a vu qu'il y a différentes catégories de facteurs contextuels qui permettent la structuration d'un réseau, que ce soit l'environnement, la gouvernance, le monitoring de la performance, par exemple, Solange a parlé d'indicateurs, le savoir, le partage d'informations, l'action collective, puis les valeurs. On voulait voir quoi, dans cette typologie, fonctionne aussi pour les réseaux hybrides dans le système de santé. Premier exemple, donc, la légitimité. Je mets ici un verbatim d'un acteur au niveau stratégique qu'on a interviewé, et qui disait, puis c'est très québécois de la façon qu'il s'exprime, je ne sais pas si vous... je vais traduire en même temps. Si tu ne mets pas en péril les aspects financiers, tu ne mets pas en péril le leadership. Autrement dit, qu'est-ce qui donne ta marge de manœuvre dans un réseau, dans une organisation? C'est également ta capacité à être en contrôle de tes finances. Il faut savoir que dans les organisations comme la nôtre, la journée où tu n'es pas en équilibre financier, tu n'es plus en contrôle de ton organisation. Dans le développement, les finances, la gouvernance. Donc, la notion de légitimité nous paraissait fondamentale. Deuxième exemple, il y en a 4. Savoir, hybridité des rôles. Un autre acteur au niveau stratégique, vous allez voir, c'est tous des acteurs au niveau stratégique, qui nous disait avec l'hybridité, avec les rôles hybrides, par exemple les co-gestionnaires, ce qu'on a appelé peut-être tantôt un peu les nouveaux métiers, mais ce n'est pas exactement ça, mais des rôles hybrides, une infirmière qui est à la fois gestionnaire, un médecin qui a à la fois un rôle administratif. Donc ces rôles hybrides, on se donne mutuellement de l'information qui nous manquait pour arriver à nous comprendre, à comprendre le problème sous un autre angle, puis trouver une solution. Là encore, il y a une mentalité de vulnérabilité relative. Les gens, quand ils partagent les savoirs, se sentent encore vulnérables à partager leur savoir. Autrement dit, le savoir est constitué de pouvoir. Donc, c'est l'exemple 2, savoir et hybridité des rôles. Troisième exemple, hybridité des structures. Les structures hybrides, ce qu'un acteur nous disait, on le rapporte ici, n'ont pas réglé tous les problèmes, mais ça a certainement permis à la profession médicale de se rapprocher du ministère. Par exemple, la création de comités hybrides où il y a à la fois des gens du ministère, des gens des équipes professionnelles, des gens des comités de coordination. Donc, ça permet le rapprochement. Puis je prolonge, à mettre un peu plus la question sur les services aux patients au centre des préoccupations. Quatrième exemple, c'est bientôt fini. Rendre visibles les résultats de la performance. Encore une fois, on revient un peu sur les indicateurs. Donc, cet aspect-là de rendre visibles les résultats de la performance oblige les organisations à se regarder, donc se comparer. Puis les gestionnaires sont capables de dire, regarde, votre taux de complication est le même, mais vos coûts sont 2 fois plus élevés. Fait que cet élément-là de visibilité
des éléments, oui, de performance, mais d'autres éléments organisationnels, est un élément structurant, bien que contextuel, qui influence les réseaux hybrides. On est donc arrivé avec notre nouvelle typologie, que j'illustre ici, mais qu'on illustre ici dans un cadre conceptuel, qu'on divise en 4. Donc, complexité, vous reconnaissez un peu les termes que j'utilise depuis tantôt, complexité, hybridité, ressources puis visibilité. Dans la complexité, on retrouve naturellement, c'est un facteur contextuel, la taille de l'organisation, l'hétérogénéité de l'organisation, la symétrie. 2 organisations qui collaborent ensemble, c'est beau, mais s'ils n'ont pas la même taille, c'est pas la même joute. L'hybridité, donc l'hybridité des rôles, des co-gestionnaires, par exemple, nommés puis actifs, mais aussi l'hybridité des structures, la présence de comités qu'on dit hybrides. Dans le cas des ressources, la notion de distribution des ressources en vase communicant. S'il y a vase communicant dans la distribution des ressources, il y a eu ça longtemps pour le réseau de cancérologie du Québec, c'était l'agence qui distribuait les ressources entre les régions. Mais l'agence avait une somme de ressources qui était fixe. Autrement dit, s'il y avait une région qui demandait plus de ressources, mais on savait que c'était aux dépens d'une autre région. Donc cet aspect-là, en vase communicant, s'est mis à gouverner beaucoup le réseau. Ça s'est mis à créer de la compétition entre les parties régionales du réseau. Or, on voulait que ces parties-là régionales collaborent ensemble. C'est un enjeu finalement structurant, important du réseau, une efficience, la quantité de ressources disponibles naturellement, et puis la visibilité. Donc, locus, la présence puis la participation à des locus, à des symposiums par exemple, qui permet de réunir différents acteurs dans un même espace, à un même moment. Autrement dit, de faciliter des liens informels entre les acteurs. Donc, la collaboration. Et puis, le monitoring, résultat de performance visible, c'était mon exemple numéro 4. À quoi qu'on arrive avec la notion de facteur contextuel quand on a, comme dirigeant, un impact sur les facteurs contextuels, puis que les facteurs contextuels ont un impact sur la structuration. Ça veut dire qu'indirectement, on a un impact sur la structuration, sans que les gens s'en rendent compte, de façon un peu foucaldienne, si on peut le dire comme ça. 2 instruments de gouvernance, donc, émergent de ça, puis sont très nouveaux. C'est très nouveau de comprendre les réseaux comme ça. C'est la création d'hybridité dans les réseaux, que ce soit par structure ou par rôle, puis la création de visibilité. Par exemple, au niveau du monitoring de la performance, mais aussi en créant des lieux d'échange qui permettent de créer des liens informels entre les acteurs. Point 1. Point 2. L'hybridité forme des ponts entre les acteurs du réseau. L'hybridité des rôles semble agir comme un incitatif à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est fondamental si on veut créer de l'expertise dans le réseau, si on veut créer de l'adhésion aux meilleures pratiques, aux best practices. L'hybridité des structures, quant à elle, semble lier les composantes du réseau de façon relativement pérenne. On voyait l'effet cliquet tantôt. Avec l'hybridité, des fois, c'est dur de revenir en arrière. Puis la visibilité, finalement, la visibilité semble lier la performance des acteurs à leur légitimité. Un acteur qui est performant, vous pouvez répondre, sur le plan financier, est en contrôle de son organisation, puis il a la légitimité de faire avancer son réseau, de créer des collaborations, de créer des liens, de structurer son réseau. Puis ce lien, évidemment, impacte, c'est nos résultats, la capacité à demander des ressources additionnelles ou former des collaborations. Ça va jusque-là? Conclusions sont au nombre de 3 pour cette partie-là de la conférence, mais vous allez voir, ça finit bientôt. On vous laisse partir après ça. Renforcement mutuel entre hybridité, forme organisationnelle. Quand on parle de forme organisationnelle, on parle évidemment de la forme en réseau, puis capacité de gouvernance. Ces 3 choses-là, on le remarque quand on fait des études comparatives, puis quand on s'intéresse à la littérature, ont tendance à aller ensemble, ou deviennent inséparables quand on s'en rapproche. Deuxièmement, la turbulence environnementale est plus de facto
vu comme un élément négatif. Hein. Une réforme, c'est un élément négatif pour notre organisation, il va falloir recommencer à zéro. C'est un discours qui existe. Mais ça peut aussi être vu comme un moteur de changement, un moteur d'opportunité, de structuration à l'intérieur d'une organisation, mais aussi à l'extérieur d'une organisation pour la création de liens informels entre les différentes parties d'un réseau ou entre deux réseaux. Et puis, troisièmement, hybridité, puis visibilité. Quand je parlais de visibilité, ça comprend aussi le monitoring de la performance, l'évaluation de la performance par des indicateurs de performance visibles. Donc, hybridité et visibilité agissent comme deux éléments de gouvernance, deux instruments de gouvernance indirects d'un réseau pour une personne en position d'autorité qui fait de la coordination. Conclusion complémentaire. Je ne me le permets pas à chaque fois, mais on m'a dit que je grugeais sur le temps de personne, fait que je me le permets. Donc, conclusion complémentaire, je reviens sur des propos qui ont été dits hier puis aujourd'hui. Je présente la structuration comme un élément assez positif, somme toute, des réseaux puis du système de santé en général. Donc, c'est pas un élément, c'est pas des conclusions dans ce sens-là qui sont révolutionnaires. De toute façon, je ne suis pas venu à Albi pour parler de révolution, vous connaissez ça assez. Mais il y a une espèce de pertinence dans ces éléments-là qui sont scientifiques, non révolutionnaires, mais qui sont des espèces de micro-solutions à des macro-problèmes. Et puis, à ce titre-là, je reviens sur... j'ai compris de certaines conversations que j'ai eues qu'il peut y avoir une ambiance parfois de cynisme devant le trop de structures qui existent rapidement, tant dans le système de santé que dans la multiplication des réseaux. Puis on a parlé souvent de l'exemple du fameux millefeuille, puis de tout ce qui vient avec, une espèce d'obésité organisationnelle, obésité morbide parfois. Et puis c'est un peu ma conclusion, c'est que les structures sont des réponses contextualisées à des enjeux qui sont eux-mêmes contextualisés. Et puis accepter qu'elles demeurent doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur leur pertinence. Une réflexion qui est probablement continue dans le temps sur leur pertinence. Et puis, on en vient à l'antinomie finale qui est entre la simplification et la complexification, qu'il va falloir un jour résoudre d'une façon ou d'une autre, mais peut-être que la simplification des structures peut se joindre à la complexification de nos solutions. Autrement dit, qu'on peut simplifier nos structures tout en complexifiant nos solutions, parce que probablement que trop souvent, en fait, peut-être juste au Canada, mais probablement que trop souvent, on fait le contraire. Merci. Dans ce cas, je vais passer la parole à Béatrice Lenière. Bien. Merci à nos derniers intervenants pour cette ouverture sur le monde qui va nous accompagner donc sur le chemin de retour. J'aurais voulu que nous prenions tous ensemble quelques secondes pour remercier toute l'équipe d'organisation, que je pense a fait un travail formidable, qui a permis ces 2 jours de rencontre. Et donc, on pourrait peut-être les applaudir. Voilà. Stéphane vous filme, comme ça il pourra montrer à tous ceux qui sont derrière que vous avez apprécié les efforts qu'ils ont faits depuis plusieurs mois pour cette manifestation. Bien sûr, je remercie à nouveau nos partenaires, je remercie l'université qui nous a si bien accueillis et je vous remercie tous. J'espère que vous avez pu faire de belles rencontres, bien appréciées
apprécié les diverses communications et surtout que nous allons tous repartir sur notre année de travail qui recommence là, parce qu'on se calque souvent sur l'année scolaire et qui va nous lancer dans nos projets respectifs et collectifs et que l'année prochaine et à la prochaine occasion de cet événement, nous pourrons à nouveau partager sur de nouveaux sujets. Remplissez bien les questionnaires de satisfaction et mettez bien vos suggestions parce que c'est là-dessus que l'équipe va pouvoir travailler pour essayer de nous satisfaire autant l'année prochaine. En tout cas, merci à tous, bon retour et on l'espère à l'année prochaine.